Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de juin. Magazine au cours duquel vous découvrirez le très attendu troisième et dernier épisode de notre série consacrée au CSE. Karina Flalo nous expliquera cette fois-ci comment organiser les élections des membres du comité social et économique. Mais pour ouvrir cette édition, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Nicolas Raymond, rédacteur en chef de la RF Paye, qui va nous parler du prélèvement à la source en paye. Les entreprises se préparent, l'échéance se rapproche 2019 et les professionnels doivent s'approprier de nouvelles notions. On connaissait le net imposable, on aura bientôt l'assiette du prélèvement à la source avec en plus le net fiscal potentiel, une notion propre à la DSN. Et il ne faut pas les confondre, comme nous allons le voir, avec trois situations bien particulières. J'accueille sans plus attendre Nicolas Raymond. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Bienvenue. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On dit communément que l'assiette du pass, c'est le net imposable. Et pourtant, Nicolas, c'est loin d'être une vérité absolue, n'est-ce pas ? Tout à fait, Marianne. En principe, c'est vrai, l'assiette du prélèvement à la source, c'est le net imposable. Mais ce ne sera pas toujours vrai. Les particularités de détermination de l'assiette du prélèvement à la source font que dans certains cas, ce ne sera pas le cas. Et l'assiette du prélèvement à la source ne correspondra pas au net imposable. Et en DSN, il y aura aussi parfois une rubrique particulière, le net fiscal potentiel, donc à renseigner dans des situations bien spécifiques. Alors j'en veux pour preuve trois cas particuliers dans lesquels on est amené à manipuler ces trois notions et qui sont quand même loin d'être rares en paye. Alors d'abord, il y a les arrêts de travail avec versement d'indemnités journalières de sécurité sociale subrogées, les contrats courts dans les situations où l'employeur doit appliquer un taux neutre à la rémunération, et enfin le cas des apprentis et stagiaires. Très bien, alors je vous propose de commencer par les arrêts de travail avec les indemnités journalières de sécurité sociale ou IJSS subrogées. C'est donc le cas où l'employeur qui assure un maintien de salaire total ou partiel a demandé à recevoir les IJSS de la sécurité sociale, à charge à lui de les reverser aux salariés en paye. Vous avez parfaitement résumé la situation, Marianne. Alors dans ce cas, le principe est assez simple. Le montant net imposable des IJSS, qui est donc versé par l'employeur aux salariés, entre donc dans l'assiette du prélèvement à la source. Alors en réalité, ce n'est que la déclinaison d'un principe qui veut que celui qui verse un revenu imposable procède finalement à la retenue à la source. Alors sans rentrer dans le détail des règles applicables aux IJSS, je vais quand même au préalable rappeler trois points fondamentaux. En cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l'employeur doit calculer le prélèvement à la source sur le montant net imposable des IJSS subrogés uniquement pendant les 2 premiers mois d'arrêt de travail. S'il s'agit d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, eh bien là, le montant imposable des IJSS est soumis au prélèvement à la source, sans limitation de durée. Et enfin, dans l'hypothèse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les IJSS sont bien soumis au PASS, sans limitation de durée, mais par contre uniquement à hauteur de leur montant imposable, c'est-à-dire 50%. Alors bref, au final, toujours est-il que dans la limite de ces règles, eh bien, l'employeur doit soumettre les IJSS subrogés au prélèvement à la source. Et pourtant, bien que soumise au prélèvement à la source, il ne faut pas mettre les IJSS dans le net imposable du salarié. C'est exactement, finalement, comme avant le prélèvement à la source. Ah oui, effectivement, donc c'est vraiment un point d'attention. Mais alors attendez, du coup, si je comprends bien, l'assiette du PASS est supérieure au net imposable du salarié. Oui, c'est ça. Alors, quelques explications. Donc, il faut savoir que de son côté, la caisse primaire d'assurance maladie déclare le montant imposable des IJSS à l'administration fiscale, laquelle va les intégrer dans la déclaration de revenus pré-remplie que vous et moi, comme chaque contribuable, finalement doit souscrire chaque année. Alors, si l'employeur portait également les IJSS subrogés dont le net imposable, finalement, elle serait comptabilisée 2 fois dans la déclaration. Grosse erreur qui pourrait finalement conduire le salarié à payer l'impôt sur le revenu 2 fois sur ses IJSS. Alors concrètement, voilà comment on va procéder en paye. Imaginons un salarié, donc avec pour un mois donné un salaire imposable de 400 €, salaire plus maintien de salaire, et parallèlement donc un montant imposable d'IJSS subrogé de 1 200 €. Alors l'assiette du prélèvement à la source sera de 1 600 €, c'est-à-dire le salaire imposable plus le montant imposable des IJSS subrogés. Le net imposable, celui qu'on va retrouver dans la rubrique net fiscale de la DSN, sera uniquement de 400 €. Les IJSS ne sont portés en DSN ni dans la rubrique net fiscale, comme on vient de le voir, ni non plus dans cette fameuse rubrique net fiscale potentielle. Voilà donc pour les IJSS subrogés. Merci Nicolas. Prenons un autre cas particulier, les contrats courts lorsqu'ils sont soumis au taux neutre. Cette fois, on va faire intervenir en plus la notion de net fiscal potentiel. D'abord, le contexte, si vous le voulez bien, Marianne.
Lorsque, pour un salarié, l'employeur n'a pas à disposition de taux de passe transmis par l'administration, il doit appliquer les grilles officielles de taux neutre. Alors, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée inférieure ou égale à 2 mois, donc c'est ça la notion de contrat court, eh bien, l'assiette du prélèvement à la source du salarié sera égale à son salaire imposable, mais diminuée d'un abattement égal à un demi-SMIC. L'abattement d'un demi-SMIC ne va s'appliquer que pendant les 2 premiers mois d'embauche. Alors je précise au passage qu'on va appliquer les mêmes règles s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire à terme imprécis, mais avec une durée minimale inférieure ou égale à 2 mois. Alors en DSN, comment ça va se passer? Le salaire imposable après abattement sera porté dans la rubrique rémunération nette fiscale et le salaire imposable avant abattement sera porté pour sa part dans la rubrique rémunération nette fiscale potentielle. Alors pourquoi ça? Simplement parce que l'abattement d'un demi-SMIC ne vaut que pour l'application du prélèvement à la source en paye. Au bout du bout, dans sa déclaration de revenus pré-remplie que le salarié devra souscrire comme les autres contribuables chaque année, c'est bien la totalité de son salaire imposable qui sera reportée par l'administration fiscale pour calculer son impôt sur le revenu global. En clair ici, l'assiette du PAS est inférieure au montant qui sera reporté dans la déclaration de revenus pré-remplie et qui sera finalement imposable. Merci Nicolas. Voilà donc pour les contrats courants taux neutre. Dernier cas particulier, les stagiaires et les apprentis. Et on retrouve là aussi les notions de net fiscal et de net fiscal potentiel auxquelles il va falloir veiller en DSN. Oui, c'est ça, encore une fois. Il faut savoir que les rémunérations des apprentis et les gratifications versées aux stagiaires sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC annuel brut. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 17 900 € en 2018. Alors en paye, ce qui va se passer, c'est que chaque entreprise, prise indépendamment, va cumuler les revenus qu'elle verse à l'apprenti ou au stagiaire de mois en mois, sans tenir compte de celles éventuellement versées par d'autres employeurs. Seules les sommes versées au titre du contrat d'apprentissage ou de la convention de stage qui dépassent la limite d'exonération seront soumises au prélèvement à la source. Alors là aussi, on va voir comment ça se passe en paye. Tant que les sommes restent inférieures en cumul à la limite d'exonération, eh bien, elles n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement à la source. Donc en DSN, on va les porter en rémunération nette fiscale potentielle. Le mois où ça va basculer, c'est-à-dire le mois au cours duquel la limite d'exonération va être dépassée, en cumul, l'entreprise va ventiler la rémunération imposable en 2 éléments. D'une part, la fraction exonérée, donc on va la mettre en DSN dans la rubrique rémunération nette fiscale potentielle, elle n'est pas soumise au prélèvement à la source. Et puis la fraction qui dépasse la limite d'exonération, elle est soumise au prélèvement à la source. Et donc on va la porter de façon tout à fait classique en rémunération nette fiscale. Alors pour les mois suivant le dépassement de la limite d'exonération, la situation va être tout à fait classique. La rémunération est intégralement soumise au prélèvement à la source et donc on va la porter dans la rubrique rémunération nette fiscale de la DSN. Alors de son côté, l'administration en fait, va ensuite agréger la totalité des informations collectées, éventuellement auprès des différents employeurs du salarié ou du stagiaire. Elle va faire le cumul et elle va grosso modo comparer la totalité des sommes par rapport aux limites d'exonération afin de calculer l'impôt sur le revenu global. Alors il faut quand même savoir qu'en pratique, pour des apprentis et des stagiaires, bien souvent la limite d'exonération ne seront pas dépassées. La rémunération minimale des apprentis est en pourcentage du SMIC et celle des stagiaires n'est pas bien élevée. Mais c'est vrai que dans certains cas de contrat d'apprentissage, on peut avoir des rémunérations tout à fait correctes et dans ce cas-là, on se retrouvera avec des situations où il y aura dépassement de la limite d'exonération. Très bien, c'est très clair. Alors nous avons beaucoup parlé des SN, mais sur le bulletin de paye, que faut-il finalement mentionner? L'assiette du PAS, le net fiscal ou le net fiscal potentiel? Alors, ce qui sera obligatoire, c'est de mentionner l'assiette du prélèvement à la source, dont on a vu qu'elle ne correspondait pas toujours au net imposable. Oui. Donc ça, c'est vraiment une mention obligatoire imposée par le Code du travail et les maquettes officielles de bulletin de paye. Alors, le net imposable, vous me direz. Alors, comme antérieurement, ce n'est toujours pas une mention obligatoire du bulletin de paye. Mais en fait, ça y figure traditionnellement. Ou alors, il y a des entreprises qui remettent une attestation fiscale séparément. Quant au net fiscal potentiel, aujourd'hui, c'est une notion vraiment propre à la DSN. Et il n'est pas obligatoire de le porter sur le bulletin de paye. D'ailleurs, si on le portait, ça entraînerait sans doute de la confusion. Merci Nicolas pour ces précieuses précisions. J'en profite pour signaler également un nouvel ouvrage sur le prélèvement à la source à paraître en juin et disponible sur la boutique en ligne du groupe Revue Fiduciaire. À bientôt Nicolas. À bientôt Marianne.
Le comité social et économique, issu d'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, est voué à transformer en profondeur la représentativité du personnel. Karina Flalo, chef de rubrique en droit social au sein du groupe Revue Fiduciaire, vous a déjà détaillé la date de sa mise en place et les négociations qui en sont le préalable. Le dernier acte avant l'entrée en fonction de votre tout premier CSE consiste à organiser les élections de ses membres. Comment faut-il procéder et qu'y a-t-il réellement de changé dans ce domaine? Elle répond au micro de Stéphanie Auger. Alors, après le choix du moment stratégique où mettre en place votre premier CSE et surtout le temps aussi des négociations préalables, le troisième acte pour finaliser cette mise en place, c'est l'organisation de l'élection des membres de ce CSE. Alors, à quelques exceptions près, finalement, les règles qui gèrent les élections des membres du CSE sont quasiment un copier-coller de celles qu'on utilisait déjà pour élire les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Alors, comment on procède? L'employeur déjà va commencer par informer les salariés de l'organisation prochaine des élections et puis ensuite on passe par l'étape négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Alors là, il y a une particularité liée à la réforme qui concerne les entreprises de 11 à 20 salariés. Et dans ces entreprises, désormais, si au moment où l'employeur a annoncé aux salariés que les élections vont avoir lieu, si dans les 30 jours, aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections, à ce moment-là, l'employeur n'a pas à négocier ce PAP et il peut directement passer à la case procès-verbal de carence. Alors, en dehors de ce cas particulier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le PAP qu'on connaît déjà? Concrètement, si les personnes qui vont s'asseoir à la table des négociations sont les mêmes, l'objet du PAP lui a été un petit peu élargi par la réforme. Alors, évidemment, il a toujours pour objectif de fixer les règles du scrutin, mais avec la réforme, on a donné la possibilité aux personnes justement qui sont à cette table des négociations de négocier sur 2 nouveaux sujets supplémentaires et quand on connaît les sujets dont il s'agit, on suppose qu'il y aura quelques débats entre l'employeur et les organisations syndicales. Alors, de quoi on parle? Premier sujet, c'est la possibilité de modifier les sièges, le nombre de sièges qui seront attribués aux élus du CSE, et puis la possibilité aussi de modifier le nombre de leurs heures de délégation. Donc, il faut savoir quand même que ces chiffres peuvent être évidemment revus à la hausse, mais aussi à la baisse, sous certaines conditions. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et puis, deuxième nouveau sujet de négociation dans le cadre du PAP, c'est la possibilité de déroger dans les entreprises entre 50 et 300 salariés à une nouvelle règle qui a été posée et qui limite à 3 maximum le nombre de mandats successifs que peut avoir un élu. Alors pourquoi il y a cette fourchette de 50 à 300 salariés? Simplement parce que dans les entreprises de moins de 50, en fait, cette limite en termes de cumul de mandats n'existe pas et que dans les entreprises de plus de 300 salariés, elle existe évidemment, mais on ne peut absolument pas y déroger. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a négocié notre PAP? Là aussi, les règles qui s'appliquent sont à peu de choses près les mêmes que celles qu'on connaissait déjà. Donc, le vote a lieu, les bulletins sont dépouillés et puis on annonce les résultats. Alors là, il y a une petite nouveauté, c'est que pour informer l'inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles du résultat des élections, il faut passer par un formulaire CERFA, enfin plusieurs d'ailleurs, et ces formulaires ont évidemment été modifiés pour pouvoir maintenant être dédiés au CSE. Voilà, c'est logique. Donc, finalement, ce qu'on peut dire de manière un petit peu générale, c'est que pour les personnes qui ont déjà par le passé organisé des élections professionnelles, là, clairement, ils ne seront pas vraiment dépaysés quand il faudra organiser les élections des membres du premier CSE. Voilà, donc il n'y a pas matière à s'inquiéter, je pense.
C'est la fin de ce magazine. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau décryptage de nos experts. Et d'ici là, l'actualité juridique continue au quotidien avec le JT du groupe Revue Fiduciaire et les réseaux sociaux. À bientôt.